bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue dans Sans Détour. Nous sommes à Moutier-sur-le-Lay. Aujourd'hui, c'est un petit village que j'affectionne tout particulièrement. C'est pas la première fois qu'on vient là, du reste, au lancement d'une des émissions de Sans Détour. Un petit village très joli avec beaucoup de maisons anciennes. C'est vraiment ravissant, Moutier-sur-le-Lay. Venez voir ça un samedi après-midi. Allez vous promener le long du Lay et vous en profiterez pour prendre un grand bol d'air frais. C'est Rémi Moali qui va venir dans la voiture cette semaine. Rémi est grimpeur et lagueur et ça tombe bien, il est originaire des Moutiers, de Moutier sur le Lay et il va échanger avec nous sur cette drôle de profession qui est la sienne, qui est d'élaguer, de couper des arbres centenaires, multicentenaires pour des particuliers dans de grandes propriétés. C'est un homme autodidacte, c'est un homme très lettré, vous allez voir néanmoins, qui a une attache vraiment extrêmement forte avec la Vendée et l'histoire de la Vendée. Depuis Moutier-sur-le-Lay, nous allons au jardin du Maine du côté de Luçon, là où évidemment on travaille beaucoup le végétal et notamment l'élagage des arbres. Salut Rémi, comment vas-tu? Mon Hervé, ça pose. Tu vas bien? Ça pose la conversation. On se connaît un petit peu, évidemment. Pourquoi tu es venu avec un livre? Écoute, ça c'est le livre de mon ancêtre Paul Boruson. Paul Boruson. Boruson. Attends, on va le montrer comme ça, parce que c'est important. Explique-nous. Qui n'est plus édité actuellement, mais c'est un hommage, si tu veux, à la Vendée. Ouais. Et un hommage à la Vendée, et puis quand je lis certaines phrases, des fois j'ai l'impression de me reconnaître. C'est vrai? Ouais. C'est drôle, en plus on est juste à côté de chez toi. Exactement. C'est un hasard, Ouais. mais ta grand-mère habite derrière ce mur. Exactement. Ma grand-mère habite derrière ce mur depuis plus de 3 siècles. Voilà. Et ça, c'est drôle. Ouais, c'est excellent. Donc voilà. On retrouvera une phrase tout à l'heure, tu nous la diras dans la deuxième partie de l'émission. Ce que je te propose, Moutier-sur-le-Lay, c'est ton pays, c'est tes attaches, c'est tes racines, mais tu as un parcours biscornu, puisque tu es parti en région parisienne notamment. Je te propose qu'on raconte tout ça dans la voiture. Ouais, très bien. Allez, on est parti. Alors, donc ça fait combien de temps maintenant que tu as ta petite société? Eh ben écoute, Ta société tout court d'ailleurs. ça fait 1 an grosso modo. Là. Ouais. 1 an que je me suis mis maintenant à mon compte. On va d'abord commencer par parler du nom de cette entreprise. Son nom, c'est les Racines du Ciel. Racines du ciel. Racines du Ciel. Ouais, Racines du ciel. Tu nous expliques pourquoi en peu de mots? Et ouais, effectivement. Donc Racines du ciel, donc ça veut dire beaucoup de choses. J'ai expliqué en introduction que tu étais quelqu'un de riche. Vas-y, dis-nous. Alors, il faut qu'on parle d'autre chose aussi, mais en peu de mots, explique-moi. En peu de mots, racines du ciel, disons que dans l'image, c'est simple. L'arbre a des racines et ses branches sont ses racines du ciel. Ça, c'est la version simple et basique. D'accord. Et la version un peu plus profonde, c'est que je suis même sûr que nos racines à nous sont au ciel. Ouais. Donc si nous sommes bien enracinés, on peut s'élever vers le ciel. Et c'est en développant nos racines qui sont au ciel qu'on s'enracine encore plus dans la terre pour se nourrir et ainsi de suite. Ouais. C'est un vase communicant. J'avais dit que c'était quelqu'un d'assez particulier, Rémi. Alors, bon, dans ton parcours, tu n'es pas issu d'une longue lignée de grimpeurs et lagueurs. Comment ce métier-là a vu le jour dans ton cœur et comment tu as développé cette compétence? C'est vrai que, bon, déjà, j'ai toujours eu un attrait, et mes frères aussi, pour grimper dans les arbres. On aime les grands et beaux arbres. De toute façon, inspire le respect quoi qu'il arrive. Ouais. Il y a une certaine noblesse dans la beauté d'un arbre majestueux. Et forcément, voilà, moi j'ai toujours été plus ou moins attiré par ça. Et j'ai connu le métier de grimpeur et lagueur en travaillant dans le jardin du château de Versailles. D'accord. C'est là que j'ai connu ce métier vraiment. Et Dans quel cas tu travaillais dans le jardin du château de Versailles? Paysagiste, dans le jardin du château de Versailles. Tu étais paysagiste au départ. Au départ, tu as une formation de paysagiste, pas de grimpeur et lagueur. Voilà, au départ, j'ai une formation autodidacte de paysagiste. T'aimes bien le autodidacte. Ce qui fait toute la différence. Alors, c'est quoi tes diplômes?
Mes diplômes, c'est un diplôme de grimpeur, c'est-à-dire le CSTSA, donc taille et soin des arbres. Ouais. C'est mon diplôme. Je n'ai que celui-là. D'accord. Parce qu'en fait, tout le reste est autodidacte. Mais pourquoi tu n'as pas eu une scolarité En fait, qui a pu te mener vers... parce que je sais, tu nous montres le livre de ton ancêtre, je sais que tu aimes le livre, la lecture, l'histoire, tu es quelqu'un de lettré. Je suis né, j'ai grandi en banlieue parisienne. Et avec tout le package que ça implique. Ouais. Donc ça veut dire difficultés sociales, difficultés financières, toutes ces difficultés qui m'ont aussi poussé, moi et mes frères et mes sœurs, à nous retrancher sur ce qu'on a pu recevoir, c'est-à-dire l'amour du livre, de la lecture. On a un père qui nous a transmis ça. Il faisait quoi ton papa? Mon père a fait sa carrière dans la sécurité des musées nationaux. D'accord. Voilà. Et donc dans la culture. Et mon père nous a énormément transmis l'amour du livre, la culture du livre. D'accord. Et puis l'ouverture en général. Uh-huh. Et ma mère nous a transmis la Vendée. D'accord. Et donc... Attention. Attention, ça commence. Attention, on est parti sur la Vendée. Et donc, comment dire, tu ne vivais pas dans un camp retranché en Seine-Saint-Denis? Non. En fait, si tu veux, j'étais dans une banlieue, on va dire, assez cool, entre guillemets, ça allait. Oui. Mais c'était quand même assez costaud, c'était pas non plus un long fleuve tranquille, hein. C'était pas si évident que ça. Ouais, je sais que tu aurais pu mal tourner. Oui, il y a toute une période, on va dire, d'influence, peut-être négatif ou positif, je sais pas, parce que j'en ai pas tiré que du mauvais. Mais effectivement, il y a eu toute une phase de délinquance aussi, voilà, où j'ai connu vraiment ce que c'était, malgré moi, la banlieue, la violence, la banlieue parisienne, le fait de se défendre seul aussi en tant que Français, c'est pas évident, il faut faire sa place aussi. Oui. Et donc tout ça, ce sont des choses qui sont pas évidentes. Et j'ai connu ça, la survie presque. En fait, ce sont tes racines, finalement, qui t'ont sauvé. Ce sont mes racines qui m'ont sauvé. Et la foi, parce que mes parents nous ont aussi transmis la foi. Donc, ouais. Je le place, parce qu'il faut le dire. Oui. La foi qui nous a aussi sauvés, parce que tout ça pose un cadre. D'accord. D'accord. Mais clairement, la Vendée, je pense que la Vendée nous a sauvés. Mais pourquoi tu n'es pas resté à Paris? Pourquoi tu as débarqué à La Roche-sur-Yon? Parce que tu es à La Roche-sur-Yon avec les racines du ciel. En fait, en grandissant en banlieue parisienne, pour moi, c'était évident. À un moment donné, c'était comme une évidence. Ouais. Ça a toujours été dans mon esprit quelque part. Tu retournerais en Vendée? Le retour de la Vendée. Tes frères et sœurs sont en Vendée? Alors non, mes frères et sœurs sont toujours en banlieue parisienne. D'accord. Je suis le seul à être venu en Vendée. Ah oui, t'es seul à être revenu. Et tes parents? Et mes parents sont à Luçon. D'accord. Actuellement. Ok. Voilà. Mais pour ma mère, la question se posait même pas. De toute façon, elle est partie à Paris avec la Vendée. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait un canton qui s'appelait chez les Moiliques en banlieue parisienne. C'était la Vendée. C'était un canton vendéen. Ok. Et donc le retour, la question se posait pas pour toi. Il y a un moment où tu allais revenir. Exactement. Qu'est-ce que la Vendée pour toi? La Vendée pour moi, c'est une ADN. Ça vibre. Je sais pas comment dire. La Vendée, c'est le cœur vendéen. Quand on me parle de la Vendée, ça résonne en moi, les cellules vibrent, j'ai plus rien, c'est comme ça. Oui, c'est vrai. Hein. Moi, j'ai pu le constater, parce qu'on s'est déjà vu dans d'autres cadres, qu'il y avait cette force-là en toi. C'est ça. C'est pas que les guerres de Vendée. C'est pas que les guerres de Vendée. La guerre de Vendée, disons que c'est l'instant où la Vendée s'est révélée, vraiment en tant qu'identité, où elle s'est révélée, mais elle ne s'est que révélée, c'est-à-dire qu'elle existait déjà avant. Oui. Et la Vendée, c'est ça. Je dirais que c'est doux. C'est en même temps, c'est pas grandiose, mais c'est quelque chose c'est bucolique. La Vendée se laisse découvrir. La Vendée se laisse découvrir dans l'intimité. Voilà. Et c'est là qu'elle nous parle. Et moi, je l'ai découvert. J'ai commencé à communiquer avec la Vendée dans les chemins creux. C'est dans les chemins creux où je sens qu'il y a quelque chose qui communique avec nous. La Vendée se laisse découvrir. Et c'est là qu'on découvre, pour moi, quand on quitte les grandes routes et qu'on va se perdre dans les petites routes autour, c'est là qu'on commence à découvrir les paysages bucoliques, les vallons qui s'entremêlent, qui s'entrechoquent.
c'est de toute beauté. C'est bien, c'est beau ce que tu dis. Alors, on va écouter le morceau de musique que tu as choisi. Tu as choisi Seal, I Can't Stand the Rain. Tu m'expliques pourquoi? En fait, ça me rappelle mes années d'athlétisme. D'accord, tu as fait de l'athlétisme. J'ai fait 10 ans d'athlétisme, D'accord. 10 ans de sprint. Ouais. Et c'était mes années. Alors j'adore déjà la soul. J'aime beaucoup, j'aime bien Seal, j'aime bien son personnage. Ouais. Quelqu'un de discret qu'on voit pas partout et qui a un vrai talent. Et puis en plus, il chante de la soul merveilleusement bien. Et je trouve que ses reprises sont excellentes. Et, j'écoutais ça avant les compétitions d'athlétisme. Pour moi, c'est tout un univers. C'est l'univers de la piste. D'accord. C'est excellent pour moi. Alors on va revenir sur le sport, on va revenir parce qu'il faut une condition physique pour faire ce métier-là, on va revenir sur ton rapport à la terre. Donc on a parlé un peu du ciel et de la Vendée, mais tout cela est lié. Et tu m'as appris que tes parents habitaient à Luçon, et c'est un hasard aussi, on va à Luçon, on va aller se promener dans le jardin du Maine, parce que c'est un jardin qui est entretenu. Et puis on va regarder peut-être de plus près ce que tu fais et comment tu le fais. Dans ce beau décor qu'est le jardin du Maine à Luçon. On écoute I Can't Stand the Rain. Bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window. How sweet it used to be. Oh, empty pillow where our head used to lay. I know you've got some sweet memories, but like a window, you ain't got nothing to say. I can't stand the rain. Can't stand the rain. No more. I can't stand the rain. C'est un jardin que tu connais bien du coup là aussi. Petit alors ben non, tes parents habitaient en région parisienne. Ouais. Mais de Moutier-sur-le-Lait, c'est pas très loin. Non, c'est pas très loin, mais... Ta famille t'emmenait ici un peu de temps en temps? Alors, jamais au Jardin du Maine. En fait, j'ai découvert quand mes parents sont revenus en Vendée. Ils sont venus s'installer à Luçon. Et c'est vrai que nous, à chaque fois qu'on revenait en Vendée, eh ben, la petite balade, c'était ici. D'accord. Et moi qui travaillais au Le jardin Jardin du des Châteaux, Versailles. et ben, quand j'arrivais ici, je trouvais ça magnifique. Ouais. Et en fait, c'est vrai que c'est magnifique. C'est un jardin qui est splendide. C'est un jardin pittoresque. Ça aurait pu être un terrain de jeu pour toi? Ah, complètement, complètement. Parce que- Sauf que la seule différence avec ma grand-mère, c'est qu'ici, j'ai pas le droit de faire de conneries. Tu vois. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors que là-bas, tu pouvais. Alors que moi, je pouvais. Quel rapport tu entretiens à la terre? Les rapports que l'on entretient à la terre. Parce que quand on fait ce métier-là, on a un rapport à la terre, on a un rapport à l'environnement. C'est aussi un métier de passion. Enfin, Ouais. comment tu détailles un peu ça? Je considère que la terre, c'est un bien qu'on nous a légué. Voilà, après, c'est mes sensibilités aussi catholiques. Hein. Ouais. Je considère que c'est un bien qui nous a légué, donc on se doit de l'entretenir Uh-huh. aussi et de la magnifier, si tu veux, de la couronner. En fait, c'est ça. La terre peut être une friche, pas très jolie non plus, mais si on l'entretient bien et si on la couronne, on peut en faire des choses magnifiques. Uh-huh. Comme par exemple ce jardin qui est magnifique. Si on veut parler de façon écologique, c'est un puits écologique qui est splendide. Donc il y a deux valeurs positives. C'est écologique et c'est splendide. Ouais. Donc c'est bon pour la nature et c'est bon pour l'homme. Mhm. Donc ça veut dire que si on sert bien la nature nous sert bien. Uh-huh. La terre, c'est ça. Encore une fois, c'est encore ce rapport du vase communicant. Entre On se... le vertical et l'horizontal. Voilà, c'est ça. Uh-huh. Quel rapport tu entretiens avec le patrimoine? Parce que forcément, quand on fait appel à toi et qu'on est un privé en tant que grimpeur et lagueur, c'est qu'on a du terrain et des grands arbres. Oui. Donc ça veut dire Alors- que tu rentres dans une histoire Ouais. quand tu rentres dans une propriété Tout où à tu fait. dois élaguer. Bon, déjà, je suis aussi passionné d'histoire. Ça fait partie de mes passions. Oui. Voilà, j'adore l'histoire. Et quand on rentre dans ces lieux-là, en général, ce sont des lieux qui sont chargés d'histoire. C'est des lieux où il s'est passé quelque chose, où il y a des gens avant nous qui ont pensé pour nous plus tard. Et nous, on est là. Ce qui est magnifique, c'est qu'on voit ce qui a été pensé avant. Cet arbre-là, par exemple, quand il a été planté, il était tout petit. Ouais.
Quand tu vois le tronc qui est là-bas, quand il a été planté, il était tout petit. Et c'est pour nous, en fait, qu'ils l'ont fait. Ah. Donc on est obligé de rester en admiration par rapport à ça et de vouloir le respecter. Donc ça fait partie du patrimoine, c'est le patrimoine arboré, c'est le patrimoine du lieu. Donc l'idée, c'est de ne pas le dénaturer. Ah, c'est bon, continuons. On est au pied de cet arbre, Ouais. mais qui est complètement infesté. Donc on voit bien un piqueté de partout. Oh là là. Donc là, ce qu'on peut voir, si on a vraiment les galeries du Capricorne là, qui sont. Je n'oserais pas y mettre les dents parce que tu te fais croquer. Donc, ça mord un Capricorne? Non, ça mord pas. Mais par contre, ça bouffe le bois. Il est complètement infesté. Et là, on peut le voir avec la sueur de bois au pied. Donc ça, c'est vraiment les signes de la présence du Capricorne. Ouais. Il laisse de la sueur de bois, il bouffe le bois à l'intérieur. Et l'arbre devient très dangereux parce que c'est quand même un bel arbre. Hein. Il n'est pas petit. Là, on est au cœur de ton métier. Ici, on a un jardin qui est classé. On a une grotte qui date du 19e, qu'il faut préserver parce qu'elle donne une partie de son charme à ce jardin. Cet arbre, il va falloir le couper. Ouais. On fait comment? Alors c'est là toute la Ça tombe technicité, sur la grotte, sur l'escalier, et sur les autres arbres. sur les autres arbres. Donc là, ce qu'il faut faire, faut grimper en tête de l'arbre, installer tout un système de rétention, c'est-à-dire un système de poulies. Et on coupe les branches petit à petit. En fait, on le démonte. Ça s'appelle un démontage d'arbre. C'est-à-dire que les branches, tu vas les faire Et on les fait tomber tomber petit à petit, doucement. avec un système de poulies. C'est ça. Petit à petit, et on va le démonter petit à Mais un arbre de cette taille-là, Ouais. tu fais ça tout seul. petit. Non, là, faut être deux. Un gars au sol et moi là-haut. D'accord. Pour un arbre de cette envergure, il faut être deux. Ouais. Alors on a parlé du rapport à la Vendée, on a parlé du rapport au patrimoine, du rapport au ciel, du rapport au corps aussi. Il faut une sacrée condition physique pour faire ton métier, pour aller tout là-haut, là, en haut. Comment tu entretiens ça? Et puis ben, demain, tu n'auras plus 30 ans plus... Ouais, c'est ça. Objectivement, oui, il faut faire quand même un petit peu attention. J'avoue que je l'entretiens pas spécialement. C'est vrai que on peut avoir des tendinites de temps en temps, des choses comme ça, quoi. Ouais. Donc après, on fait des cataplasmes d'argile, Ouais. encore une fois, de la terre. Hein. Et, des cataplasmes d'argile, des choses comme ça. On essaie de faire des bouillottes chaudes pour le dos, quand on a un petit peu trop tiré, quand il y a une fin de mois qui est un peu plus dure. Et on essaie de se préserver comme ça, quoi. Ouais, ouais. Et puis l'alimentation, j'ai la chance d'avoir une femme qui fait à manger exceptionnellement bien. Et donc, j'ai pas trop, entre guillemets, à me préoccuper de ça. Ouais. Sinon, je serais très mal loti sans ça. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est tout là-haut dans un arbre, au cœur d'une propriété, dans un chêne plus que centenaire? Ouais. Un sentiment de liberté inégalable. Inégalable. C'est vraiment le bonheur total. Moi, ma récompense, c'est quand je monte tout en haut d'un arbre, je me pose 5 petites minutes. Le Ah oui, calme. tu commences par te poser en haut de l'arbre. Exactement. Le calme. J'ai une vue imprenable sur tous les alentours. C'est magnifique. Et le sentiment que ça me fait, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on a l'impression que pour toi, le temps s'est arrêté. C'est le calme plat. Et le monde en bas s'agite. Les voitures passent. Le monde est agité. Et en fait, tu te rends compte que là-haut, c'est calme. Ce serait une bonne conclusion si on n'avait pas une phrase à lire Ah. qui te ressemble. Est-ce que, alors, je ne sais pas si tu l'as prévu, si tu en as une. En fait, c'est cette petite. Qui te tient à cœur. Des fois, je m'amuse Pour conclure. à l'ouvrir et à regarder un petit peu. Et c'est vrai que c'est ce Donc le sentiment. livre écrit par l'ancêtre de Rémy, Paul Bruson. Paul Bruson. Et en fait, c'est cette petite phrase, c'est pas grand-chose, mais voilà. Les Moutiers sur le lait partagent mon affection avec la Caillère. Mes grands-parents maternels y habitaient. J'y suis né. Le tic-tac du moulin y berça mes rêves d'enfance. J'ai fait mes premiers pas à l'ombre des noyers qui se dressent entre l'église et la rivière. Bah, tu vois, j'ai l'impression de ressentir la même chose. La seule différence, c'est que moi, c'est pas le tic-tac du moulin, c'était plutôt le son de l'église, puisque le moulin n'est plus en activité. Ouais. C'était plutôt la cloche de l'église. Et puis, c'est pas les premiers pas que j'ai faits, moi, c'est les premières conneries que j'ai faites. C'est bien.
Merci Rémi Moali. Les racines du ciel. Si vous avez des arbres à élaguer, des gros arbres dans de belles propriétés ou dans des plus petites masures, vous n'hésitez pas à faire appel à lui. Il est facilement trouvable à La Roche-sur-Yon. On se retrouve dans 15 jours. La semaine prochaine, vous le savez maintenant, c'est Caroline Tranche. Salut.